Bonjour Doc, aujourd'hui je veux avoir un bébé. Ok Oscar, mais as-tu déjà essayé les moyens naturels avec ta dame? Oui, mais on n'y arrive toujours pas, et ça fait trop longtemps qu'on essaye. Ah, tu veux donc parler de la procréation médicalement assistée, mon cher. C'est un sujet vaste, avec beaucoup de controverses ces temps-ci. Je te propose de parler de tous les types de PMA aujourd'hui parce que oui, il existe plusieurs types de PMA. Sur cette chaîne, tu vas apprendre les différentes techniques de la PMA bien mieux que sur tous les médias traditionnels qui ne font que politiser sans même comprendre de quoi ils parlent. En même temps, on leur demande pas de comprendre, ce sont des journalistes. Ils sont là pour vendre des sujets spectaculaires et clivants. Attention Oscar, peut-être qu'un jour nous passerons sur BFM. Ne nous faisons quand même pas blacklister avant même d'y avoir été invités. Alors reprenons. Il existe deux grands types de PMA. Les inséminations artificielles d'une part et les fécondations in vitro de l'autre. Dans le processus normal de conception d'un enfant, la première étape doit et devrait toujours être de tenter de faire cet enfant par le processus normal de conception. Non Oscar, je ne vais pas te faire un dessin, tu vois très bien de quoi je veux te parler. Cela donne toujours de meilleurs résultats que des implantations ou des techniques de PMA. Cependant, après un délai d'échec de conception naturelle, que l'on estime à environ 2 ans, la médecine peut aider à concevoir cet enfant tant désiré. Qui sait, s'il y a assez de likes ou commentaires, peut-être que le doc voudra bien nous raconter ce processus normal. Et je suis sûr que ça leur ferait un carton avec un sujet putaclic. Alors premièrement, l'insémination artificielle. Cette technique consiste à récolter du sperme et à sélectionner des spermatozoïdes. Cela peut être ton sperme, Oscar, ou le sperme d'un donneur si tes spermatozoïdes sont tous trop ramollis ou qu'il existe un problème. Ceci est donc la première étape. Quoi? Impossible, les spermatozoïdes sont aussi vivants et vigoureux que moi. Passons à la seconde étape. Elle consiste à donner les meilleures chances à cette technique en stimulant madame. On va lui donner des hormones permettant de contrôler l'ovulation et de choisir une date où on va pouvoir faire la troisième étape. La troisième étape consiste à réinjecter le sperme et les spermatozoïdes choisis, après les avoir préparés, directement dans son utérus. Il ne leur restera plus qu'à trouver l'ovule et le féconder. Trop bien. Si on choisit les meilleurs spermatozoïdes et qu'on les prépare, ils vont tout déchirer, j'en suis certain. Oscar, comme je te l'ai dit plus tôt, souvent la meilleure méthode est la plus naturelle. Les inséminations artificielles ont un taux de réussite de moins de 10%. Alors, c'est mieux que zéro, mais c'est toujours pas extraordinaire vu le temps de préparation. Bon, cette technique est assez simple. On récupère du sperme, on le prépare, on donne à madame des hormones et on réinjecte le sperme préparé. Maintenant, passons aux techniques plus complexes. Le deuxième type de procréation médicalement assistée est la fécondation in vitro, c'est-à-dire l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule se fait dans un tube au laboratoire. C'est une technique qui date des années 1980, c'est pas si vieux. Tous ces types de fécondation in vitro débutent par un recueil des spermatozoïdes et d'une stimulation hormonale de madame pour récupérer plusieurs ovocytes. La stimulation permet de pouvoir récupérer plusieurs ovocytes pour avoir plus de tentatives lors de leur implantation. Le gynécologue va aller récolter ces ovules avec une fine aiguille en étant guidé par ultrasons, la même machine qui va ensuite servir au suivi de la grossesse. Cette récolte se fait endormie sous anesthésie générale au bloc opératoire. Ce n'est jamais sans risque, mais c'est souvent un risque choisi et relativement faible pour tenter d'avoir des enfants quand les moyens naturels ou les inséminations artificielles ne sont soit pas possibles, soit n'ont pas marché. Mais peut-on conserver les ovules de ma femme? Ou va-t-elle devoir se faire stimuler et piquer à chaque fois si les techniques de fécondation in vitro ne marchent pas? Bonne question Oscar. Une technique relativement récente a permis d'améliorer grandement la conservation des ovocytes prélevés, la vitrification ovocytaire. Cette technique a été autorisée en France en 2012. Tout simplement, on va plonger des ovocytes dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. C'est plutôt froid, mais fait intéressant, les ovocytes congelés puis décongelés gardent la même survie que les ovocytes frais. Attention mon cher Oscar, à cette température, il faut bien faire attention à la chaîne du froid. Le doc nous a pris pour des bonhommes de neige ou quoi? Moins 196 degrés, c'est bien plus que froid. Donc les différentes techniques de la fécondation in vitro sont la fécondation in vitro dite classique, qui consiste à prendre les spermatozoïdes et les ovules et à les mettre en contact dans un tube. Un spermatozoïde va pouvoir rentrer dans un ovule et le féconder. Simple et efficace, non? Eh bien, pas toujours très concluant. Ce n'est quand même pas le milieu naturel mais dans un tube, alors l'efficacité n'est pas toujours au rendez-vous. Le second type de fécondation in vitro est la fécondation assistée. On va donner un coup de pouce aux spermatozoïdes lorsqu'ils ne sont pas assez vigoureux par exemple.
Il en existe deux types, l'ICSI et l'IMSI. Donc l'ICSI est l'acronyme de Intracytoplasmic Sperm Injection ou injection intracytoplasmique de sperme. Cette technique consiste à injecter un spermatozoïde directement dans l'ovule. Simple et efficace. Mais cela nécessite quand même un matériel de pointe afin de pouvoir réaliser cette intervention. Au fait, petite question Oscar, à ton avis, quelle est la taille d'un ovocyte et d'un spermatozoïde? Très petit. Très petit même, 5 micromètres, soit 0,005 mm pour un spermatozoïde et 0,1 mm pour un ovocyte. À ces tailles, il vaut mieux avoir un très bon microscope et une toute petite pipette pour aspirer le spermatozoïde et l'injecter dans l'ovule. La seconde technique de fécondation assistée est l'IMSI. Alors accrochez-vous bien, ça veut dire Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection ou injection intracytoplasmique de spermatozoïdes sélectionnés. Cette technique consiste en la même réalisation que l'ICSI précédemment, à la différence près qu'on utilise un bien meilleur microscope pour aller sélectionner des spermatozoïdes qui ne présentent aucun problème au niveau de leur aspect extérieur ou morphologie. Cette technique permet d'avoir de meilleures chances de succès. Après l'ICSI ou l'IMSI, l'ovule fécondé ou embryon va être réimplanté dans l'utérus de la mère pour débuter une grossesse. Le succès de débuter une grossesse avec ces techniques, environ 20%. Lors de ces techniques, on féconde plusieurs ovules qui deviennent des embryons. Un seul ou deux vont être réimplantés chez madame à chaque tentative. Le reste des embryons sont congelés. Si vous ne voulez plus d'enfants, les embryons restants peuvent être soit détruits, soit accueillis par un autre couple, soit donnés à la science. Donner à un autre couple? Cela mérite une réflexion tout de même. Effectivement, il faut bien réfléchir. Oscar, je te l'ai déjà dit mais je te le répète, toutes ces techniques ne sont pas sans risque mais possèdent des risques qu'il faut expliquer et discuter avec le gynécologue de madame. On va quand même lui donner des traitements hormonaux et aller piquer dans ses ovaires. C'est pas bénin non plus, hein. Enfin, aucune de ces techniques actuelles ne peut permettre de prévenir la transmission d'une maladie génétique ou d'une mutation génétique. L'analyse du génome ne peut se faire qu'en détruisant la cellule actuellement. Pour conclure, la médecine évolue, s'améliore et se perfectionne tous les jours, mais au prix de nombreuses questions éthiques qui sont toujours de plus en plus complexes. Est-ce éthique d'élargir les techniques de PMA aux couples homosexuels, aux personnes seules? Est-ce éthique de créer l'embryon d'un futur enfant avec comme base des spermatozoïdes ou des ovules de personnes décédées? Que faire des spermatozoïdes ou des ovules de personnes décédées? Que faire des embryons? Chacun a son avis et ses convictions. Et toi Oscar, qu'en penses-tu? J'en pense que cette chaîne est là pour nous informer et nous expliquer, et pas pour nous influencer. Ici, on parle de la science et pas de conviction ou autre. Gardez l'esprit ouvert et ne croyez jamais bêtement les médias. Renseignez-vous, informez-vous, apprenez et intégrez l'ADN. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez notre chaîne. Et je répondrai personnellement à tous ceux et celles qui mettront un petit commentaire. À la prochaine.